tout ça crée à la fois quelque chose d'extrêmement positif, parce qu'on a l'impression de vivre une période particulière où chacun d'entre nous, on peut apporter une pierre, et vous, dans vos différentes responsabilités dans les collectivités locales, on voit bien comment vous pouvez, sur les années qui viennent, faire bouger les choses. Mais en même temps, c'est une logique de l'incertain et du complexe, d'une transformation. Donc c'est aussi beaucoup de stress. Et donc il y a toujours les questions de la confiance qui sont pas très loin. D'autres points fondamentaux, c'est ceux de la transformation de la gouvernance. Vous avez ici une élue et en période électorale. Donc le monde n'est plus le même. On ne dirige plus aujourd'hui les choses comme on les dirigeait avant. On ne gère plus une campagne électorale où il y a une revendication liée notamment aussi au fait que les gens ont accès à l'information. Ils savent les choses, ils ont envie de participer. Je crois là, vraiment, il y a X études, encore une fois, qui démontrent que les gens veulent participer, contribuer. Alors, est-ce que c'est la fin de la démocratie représentative vers une démocratie plus participative, plus contributive? Moi, c'est pas mon avis, je pense qu'il n'y a pas de substitution. Par contre, effectivement, la gouvernance est pas la même. Et l'agenda 21, il y en a 950 en France, des agendas 21 locaux, transforme évidemment la donne. Un autre point important aussi, c'est celui des usagers. On bouge de plus en plus, donc la ville n'est plus seulement celle des habitants, mais celle des usagers, qu'ils soient touristes, professionnels ou personnels, ou qu'ils habitent. Et ça pose aussi plein de questions sur la ville, hein, dont on pourra parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui payent leurs impôts à Paris peuvent travailler en banlieue, et le contraire. Ça crée des vraies questions, notamment de péréquation. Et quelques points pour finir. Une échelle de temps qui est effectivement complètement différente. Et encore une fois, on se pose la question du synchrone asynchrone. Et donc de comment on modélise, comment on analyse. Et d'ailleurs, l'État vient de prendre la décision de choisir une équipe pour créer un outil de modélisation de la ville, surtout pour soutenir les entreprises à l'export, mais je crois, mais pas seulement. Et enfin, bon, il y a aussi quelque chose d'extrêmement puissant aujourd'hui, qui est qu'on est face à des vraies contraintes qui arrivent. La métamorphose, on n'a pas le temps de la subir, puisqu'il y a des contraintes climatiques fortes. Et d'ailleurs, Paris accueillera dans 2 ans la conférence mondiale sur le climat, qui est la conférence qui devra décider de l'après-Kyoto, des stratégies plus ou moins contraignantes des pays sur le climat. Et derrière ces décisions-là, qu'on espère les plus fortes possibles, il y a évidemment de la technologie, des besoins, des moyens, des façons de travailler ensemble, tout ce qui fait notre sujet aujourd'hui. Alors après, bon, les sujets, Francis les a balayés, hein, ça concerne tout. J'ai prévu de vous dire des choses, mais qu'il a dit, donc c'est absolument parfait. Peut-être un point pour insister sur ce pourquoi on est là, c'est effectivement qu'on ne peut plus aujourd'hui se dire on va réfléchir, on va discuter, on va inventer, on va tester, on va modéliser et on va mettre en place. Non, on est dans un bêta-monde, comme on dit dans le numérique. Ça veut dire qu'on est obligé de faire tout ça en même temps, et c'est aussi cette démarche extrêmement intéressante qui fait qu'aujourd'hui, dans la salle, bon, je ne sais pas si vous avez vu la liste de participants, mais il y a des élus, il y a des techniciens de ville, il y a des chercheurs, il y a des gens qui les accompagnent, et il y a aussi une réinvention de la façon de travailler ensemble pour aller vers ce qu'on peut appeler une ville intelligente et durable, mais surtout ce qui est une ville de qualité de vie, de développement personnel, de développement des activités économiques, de mieux partager, enfin en tout cas de meilleure qualité de vie. Donc 4 intervenants ce matin. Donc bon, j'ai cité Loïc Berthelot parce que Hakim n'a pas pu venir de Lille. Donc Michel Papalardo, donc qui a cette mission du mieux vivre en ville, mais qui est conseiller maître à la Cour des comptes, après avoir présidé l'ADEME et avoir été délégué commissaire général au développement durable et délégué interministériel au développement durable. Je vais y arriver. Pascal Luciani-Boyer, qui préside la commission numérique de l'AMIF, c'est l'association des maires d'Île-de-France, qui est aussi maire adjoint de Saint-Maur-des-Fossés et qui est aussi membre du Conseil national du numérique. Et Frédéric Boursier, avec qui on va commencer, qui est maire adjoint à Rennes. C'est Daniel Delaveau qui est toujours le maire de Rennes. Donc vous êtes aussi tous en campagne électorale. Je crois que c'est le moment de faire des bilans puis de se projeter sur l'avenir. Est-ce que... comment est arrivée, pour commencer, cette
cette réputation qu'a maintenant Rennes, c'est-à-dire Rennes est considérée comme une ville innovante. Alors on connaît certaines personnes comme bien ici, comme Hugo par exemple, qui sont déjà très, qui sont qui est très très présent sur ce genre de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui cette image innovante elle vient de quelques individus, d'une vision politique, d'effectivement quelques agents comme Hugo Bain qui vous tirent, ou est-ce que c'est un état d'esprit partagé? Normalement, il marche. Non? Attendez, prenez celui-là. Merci. Je pense qu'il y a un terreau. On parle de la Bretagne en ce moment d'une manière que moi je vais considérer comme problématique, mais c'est de la faute de certains Bretons, on va dire. Mais la Bretagne, c'est d'abord un terreau d'échange. C'est une région qui a eu besoin à un moment de se projeter. Et il y a une continuité politique, sociale, économique depuis, on va dire, les années 50 sur se poser des questions et être toujours dans la prospective. Et on a réussi, je crois, dans cette région jusqu'à présent, à le faire de manière assez horizontale, au sens où il n'y a pas d'un côté les politiques qui attendent des choses de la société, qui instrumentalisent, etc. On a, pour recentrer les choses sur Rennes, un terreau qui est favorable aussi parce que dans une ville d'un peu plus de 200 000 habitants et une agglomération d'un peu plus de 400 000 habitants, nous avons 60 000 étudiants, 4 000 chercheurs, et évidemment ça pèse énormément. On a plus du tiers de la population qui a moins de 25 ans, et donc c'est cette combinaison de choses. On a une quinzaine de grandes écoles, on est surtout identifié sur les questions de télécom et de réseau, donc évidemment par rapport au sujet de ce matin, ça pèse énormément. Et pour revenir à la Bretagne, on se souvient de l'apport de l'État et des choix structurants sous le général de Gaulle qui ont largement profité à la région en la matière. Je le dis parce que je pense qu'il est important aussi que les élus locaux disent que ça ne relève pas que de la démarche locale et que le contexte national, international, le contexte réglementaire pèse beaucoup sur ces questions-là. Et donc, oui, c'est vrai que la conséquence, c'est qu'on a été, par exemple, la première ville de France à adopter un plan climat-énergie. On a été la première ville de France à avoir ce que vous appelez le Vélib ici, etc., etc. On pourrait, et c'est vrai qu'on a un intérêt, une appétence, y compris d'un point de vue politique. Et on évoquait cela avec Alain Rinck tout à l'heure. Il n'est pas évident de venir un 9 décembre à quelques mois des municipales. Voilà. Et si on fait l'effort, voilà, c'est que le sujet est très important pour nous. Alors on poursuit, et en fait, je pense que d'un point de vue de l'ingénierie territoriale, ce qui est important, c'est de créer ces cadres où effectivement les échanges, l'innovation peut avoir lieu. À Rennes, on a par exemple une cantine numérique, c'était la deuxième après Paris, et c'est un endroit qui fonctionne tellement qu'on est obligé de faire une annexe aujourd'hui. Ce sont des endroits où, qu'on soit étudiant, simple citoyen ou responsable innovation chez Orange, qui est très présent à Rennes, on peut se croiser. On peut se croiser pour se former, pour coworker, pour trouver un espace de travail, etc. Mais c'est aussi un endroit, l'annexe, où à partir d'une idée, vous pouvez, on l'a appelé accélérateur de start-up, vous pouvez trouver des solutions. Et lorsqu'on évoque la cantine numérique, on évoque bien sûr les institutions, mais on évoque aussi l'école des beaux-arts. On a un Lab Fab à Rennes qui travaille beaucoup sur des questions qui sont également liées aux usages. On a la Novosphère qui est un endroit où là justement
le lien privé-public est très fort en matière d'application. Donc, je pense que c'est important quand on est élu, effectivement, de s'impliquer et d'essayer de construire ces espaces-là, qui sont des espaces d'accélérateurs, d'innovation et de rencontres. Parce que les sujets, ils sont là. Construire une ville durable, connectée, voilà, ça va pas de soi. Concrètement, peut-être un exemple de peut-être plus grand public, parce qu'on sait que la cantine a un côté un peu de culture geek au départ. Enfin, c'est très parisien. Se dit dans les régions, celle de Rennes que je connais un peu, elle est moins geek que celle de Paris, mais peut-être un exemple de ce que vous faites très concrètement avec les citoyens. Très concrètement, moi je suis adjoint à l'urbanisme, donc alors je ne vais pas parler de ville sans limite parce que je pense qu'Alain va en parler tout à l'heure, mais on a été amené dans le cadre en matière d'urbanisme, il se passe énormément de choses à Rennes, on a une trentaine de ZAC sur la ville, etc. Et dans le cadre d'un projet urbain, sur l'enjeu de participation des habitants, on s'est dit qu'il faut aller au-delà de ce qu'on fait tous, c'est-à-dire de provoquer les réunions, les échanges, utiliser ce qu'on appelle la maîtrise d'usage des habitants en matière d'expression, et on s'est dit il faut qu'ils arrivent à illustrer leurs propos. Et donc on a fait des ateliers créatifs où non seulement les habitants pouvaient exprimer ce qu'ils pensaient, ce dont ils avaient envie pour leur environnement, mais grâce aux compétences qu'il y avait autour de la table, universitaires notamment, on a pu illustrer sur la maquette 3D de la ville la proposition des habitants. Et donc au moment où il y a eu la restitution par rapport avec les urbanistes, les décideurs politiques, etc., pour la première fois, on les a peut-être mis, en tout cas la première fois à Rennes, en situation d'égalité, puisqu'ils ont utilisé, et donc il faut évidemment il faut qu'il y ait un temps d'apprentissage de tout ça. Finalement, la plateforme que nous utilisons nous et que nous faisons utiliser à nos urbanistes, justement pour préparer et illustrer les choses. Merci, effectivement, ça semble important d'utiliser les mêmes outils qu'on veut que les gens participent. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Alain, c'est Alain Rinck du Faux, qui travaille sur des outils participatifs avec du numérique, etc., mais qui fait partie de Young City et qui aura l'occasion de vous raconter tout ça tout à l'heure. Michel, t'es quelqu'un qui suit évidemment les questions de ville durable. Il faut passer le micro à son moment. On n'en a qu'un. Voilà, on n'a pas beaucoup de micros, ça marche. Et il fait un peu frais parce que ces passoires thermiques, vous avez vu la grande qualité du double vitrage, ne sont pas chauffées le week-end, très justement, parce que donc lundi matin, il y a un petit moment de préchauffe comme ça, il va falloir être très, très, très dynamique. Voilà, donc quelle est pour toi, Michel, la définition de la ville durable, et pourquoi d'ailleurs mieux vivre en ville plutôt que ville durable? Oui, tout à fait. La mission s'appelle Mieux vivre en ville. Alors, juste pour justement vous repreniez la vision d'ensemble, en fait, Madame Brick, donc ministre du Commerce extérieur, a essayé d'organiser, parce que c'est important dans le discours aussi, les capacités d'export de la France en un certain nombre de familles, en fait, en mettant de côté les grands contrats pour lesquels on n'a pas besoin de faire de classement. Et donc, elle a organisé ça en 4 familles. Mieux vivre en ville, donc tout ce qu'on fait autour de la ville, toutes les entreprises, tous les produits, tous les services qui tournent autour de la ville. Mieux communiquer, donc là c'est un deuxième thème qui pourrait vous intéresser également. Mieux se nourrir et mieux se soigner. Autour de donc sur chacune de ces 4 familles, il y a un fédérateur ou une fédératrice. Donc moi, je suis la fédératrice du Mieux Vivre en Ville, c'est-à-dire quelqu'un qui, de manière bénévole, essaye de faire en sorte que les acteurs de ces familles travaillent
mieux ensemble. Alors, en ce qui concerne donc, cette fois-ci spécifiquement la ville, alors comme le disait Gilles, derrière effectivement le mieux vivre en ville, il y a ce qu'on appelle la ville durable. De toute façon, aujourd'hui, je ne vois personne qui m'explique qu'il veut construire autre chose qu'une ville durable, donc c'est la ville de demain. Elle est censée être durable, donc c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit durable. Et donc ma mission, elle a deux pieds. La première qui était de faire le marketing de la ville durable à la française, puisque l'objectif c'est de l'exporter, donc c'est bien d'exporter ce que font nos entreprises, donc de se poser la question de savoir en quoi ce que nous faisons est un peu différent peut-être, ou en tout cas comment on le définit par rapport à ce que peuvent faire d'autres, en tout cas comment on peut le vendre, donc avec des mots. Et puis le deuxième exercice c'est d'aller voir chez les autres où on pourrait effectivement se projeter à plusieurs pour vendre cette ville. Alors si je reste sur la partie marketing, mieux vivre en ville, on a, donc tout ça n'est pas très vieux, ça a quelques mois, on a défini une marque qui s'appelle Vivapolis, qui a été révélée en septembre dernier à EcoCity à Nantes. Donc une marque, un logo, et derrière tout ça, surtout, la volonté des entreprises, puisque en fait à l'origine de tout ça, il y a une demande des entreprises qui a été consciente, et quand je dis les entreprises, c'est des petites, des moyennes et des grandes, donc l'ensemble des entreprises qui travaillent sur ces sujets, qui étaient conscientes qu'elles avaient du mal à travailler ensemble, et que, comme ça a très bien été expliqué, la ville, c'est pas juste des bâtiments, un tramway, une déchetterie, et puis l'énergie. C'est tout ça, mais c'est tout ça ensemble. Et que quand on a ce qu'on a de plus en plus aujourd'hui, des demandes de créer des villes nouvelles, des quartiers nouveaux, enfin d'avoir des conceptions plus globales, les Français avaient un petit peu de mal parce qu'ils avaient l'habitude de travailler en filière et pas trop de travailler en transversal. Et donc ils ont souhaité, elles-mêmes, les entreprises, travailler un peu plus ensemble et puis demander à l'État, d'une manière ou d'une autre, de les animer en fait, de faciliter ce travail transversal. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec donc cette marque qui nous permet d'avoir des stands communs, d'avoir un discours commun. Et alors là, je reviens sur ce qu'on met derrière cette ville durable à la française, Vivapolis. On a essayé de définir en quoi elle avait des spécificités ou des caractéristiques. On en a défini 4, donc on est toujours dans une démarche marketing, donc on a essayé de simplifier le plus possible, même si derrière c'est extrêmement compliqué. Donc il faut toujours trouver la manière de passer de l'un à l'autre. Ces 4 caractéristiques, elles se résument de la manière suivante. La première, et pour moi c'est vraiment très important, même si finalement bien sûr tout ça a l'air très simple sur le fond, c'est de dire que c'est d'abord une ville qui met l'homme au cœur du projet et que l'objectif c'est d'abord d'améliorer les conditions de vie de l'homme, alors que ce soit l'habitant, l'usager, le visiteur, le touriste, l'homme d'affaires, tout ce que vous voulez, celui qui passe dans la ville. C'est d'abord ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas d'abord une ville smart, c'est pas d'abord une ville green, c'est pas vert, c'est pas intelligent, c'est d'abord on cherche à améliorer les conditions de vie de la personne des personnes qui vont y habiter, qui vont y passer. Bien entendu, et c'est la caractéristique numéro 2, cette ville elle est performante, et comme elle est performante, elle est green et elle est smart, on est d'accord. Mais ce sont des moyens, ce ne sont pas des objectifs. L'objectif, c'est d'abord de faire en sorte que les conditions de vie soient bonnes, et alors derrière conditions de vie bonnes, vous avez toutes les choses compliquées dont on a parlé. La santé, bien entendu, pour que les conditions de vie soient bonnes, il faut qu'on ait quand même un peu de travail, donc c'est forcément multi-activité. Vous devez y être bien quel que soit votre âge, que vous soyez petit, grand, vieux, malade, bien portant, tout ce que vous voulez, que vous ayez aussi de quoi avoir des activités autres que du travail, donc du loisir. Vous mettez, et puis bien sûr que vous puissiez vous déplacer, parce que si vous ne vous déplacez pas, vous n'aurez pas de bonnes conditions de vie. Donc vous voyez que derrière cette idée de conditions de vie, vous avez tout ce qu'on met d'habitude derrière la ville avec toute sa complexité, on est bien d'accord. Mais sous cet angle, bonnes conditions de vie, et c'est ça d'abord qu'on cherche à obtenir en termes de résultats. Performance, donc je disais, deuxième caractéristique. Comment on la mesure, la performance? On a fait le choix de dire que cette performance, elle est mesurée en termes de ressources naturelles consommées. L'objectif étant d'en consommer le moins possible.
tout en ayant cette très bonne condition de vie. Donc moins de ressources naturelles, ou en tout cas le moins possible de ressources naturelles, ça veut dire tout ce que vous mettez habituellement derrière vert, green, environnement, etc., bien entendu. Et vous y ajoutez une dimension sur laquelle on insiste beaucoup, qui est l'intégration, c'est-à-dire le fait que les différentes fonctions de la ville travaillent ensemble, que le bâtiment se préoccupe de la mobilité, que quand vous faites de la gestion de déchets, vous vous préoccupez de la récupération d'énergie, quand vous faites de l'énergie sur la mobilité, vous vous préoccupez de savoir si vous en gaspillez pas un peu à droite et à gauche que vous pourriez utiliser pour l'éclairage, enfin tout ce que vous pouvez imaginer et que vous connaissez encore mieux que moi derrière ces thématiques-là, de l'intégration, donc de la transversalité. Et tout ça, ça passe beaucoup, cette intégration, à travers ce que vous faites en termes de communication, de données, d'intelligence, etc. Donc elle est bien green et smart, on est d'accord, mais ce sont des moyens. La troisième caractéristique de cette ville, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que vous ne ferez pas une ville qui soit bonne pour ses habitants si vous n'avez pas une gouvernance à la fois forte et participative. Forte, parce que si vous n'avez pas, et dans beaucoup de pays, c'est ce qu'on trouve, et c'est bien des vraies difficultés finalement de ces pays, une gouvernance forte, c'est-à-dire avec réellement des élus et des services qui sont capables de définir des normes, de les appliquer, de les contrôler, de se projeter sur du moyen long terme et de financer des investissements à moyen long terme, de faire travailler du public et du privé ensemble, enfin tout ce que vous pouvez mettre derrière gouvernance, vous n'aurez rien du tout, même si vous avez des super technologies. Et participative, là on revient aussi beaucoup à la partie smart et communication bien entendu, c'est comment on fait pour que les habitants, les usagers de la ville, participent au projet, le comprennent, l'appliquent, comprennent les technologies, s'en servent, et que les technologies, ou que la manière d'ailleurs dont on construit la ville d'une manière générale, répondent bien aux besoins des habitants. Ça, c'est tout ce qu'on disait là, juste avant sur Rennes, par exemple. Donc, gouvernance, et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, et plus je me promène et plus je vois que c'est souvent la partie la plus difficile finalement, parce qu'il n'y a pas de solution. Et la quatrième caractéristique, c'est la plus simple, c'est de dire que notre ville durable, c'est pas un modèle, on ne peut pas la définir comme ça dans l'absolu quelque part, c'est une vision, c'est une démarche, et donc elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter au climat, elle doit s'adapter à la géographie, elle doit s'adapter à la culture, elle doit s'adapter à l'histoire, elle ne sera pas la même au nord, au sud, dans une ville nouvelle ou dans une ville en régénération, en rénovation. Enfin, voilà. Et que donc on doit être très conscient du fait qu'à chaque fois il faut inventer des solutions. Donc ça, c'est nos 4 caractéristiques de la ville durable à la française, qui ont l'air de rien comme ça, mais quand on regarde de près, c'est pas si évident, et c'est souvent finalement assez différent, ne serait-ce que le dernier point là, sur l'adaptation qui a l'air évident, forcément il faut s'adapter. Quand vous le comparez aux dispositifs anglo-saxons aujourd'hui de certification LEED, BREEAM par exemple, vous voyez que vous n'êtes pas sur la même logique. On n'est pas dans une logique de, voilà, vous avez une liste de choses à faire et si vous les faites, vous êtes durable, tout va bien. Donc c'est effectivement des choses qu'il faut adapter avec un objectif partagé, mais il faut trouver des solutions à chaque fois et les adapter. Donc ça, c'est toute la partie marketing, donc le travail qu'on a fait et sur lequel il y a plein de choses à faire aujourd'hui, bien entendu, pour que derrière tout ça, les entreprises et les collectivités locales se regroupent. Pour le moment, ça va très bien. On a plein d'entreprises, on a plein de demandes, on a des fédérations importantes, juste pour que vous les ayez en tête. Il y a la FEX, donc les architectes à l'export, il y a Syntec Ingénierie, il y a la FEP, voilà, bon, il y a le club ADEME International, enfin, il y a beaucoup de monde déjà, mais bien sûr, il faut faire vivre tout ça ensemble. Et puis à côté, donc je passerai rapidement, juste pour que vous l'ayez en tête, il y a le travail de VRP finalement, qui consiste à aller dans un certain nombre de pays, essayer de comprendre où ils en sont en matière de démarche de ville durable. Les pays en question, ça m'a amusé par rapport à votre carte, j'en ai choisi 4, le Maroc, la Chine, le Brésil et la Turquie, donc
pas mal de croisements, bien entendu, et d'essayer alors à la fois de comprendre où ils en sont et d'essayer d'identifier des endroits où il y a des choses, soit des demandes, soit des appels d'offres, même dans un certain nombre de cas, pour créer des villes ou des quartiers nouveaux, durables, bien entendu, et essayer de voir comment on peut organiser des entreprises françaises pour aller dans ces zones-là, ce qu'on est en train de faire sur un certain nombre de zones. Merci beaucoup. Loïc vient de Lille, autre bon élève de l'urbain développement durable avec Rennes. C'est aussi un des premiers Agenda 21 qui avait porté Daniel Poliautre à l'époque. Comment vous croisez ce jeu d'acteurs? Parce que là, on voit bien que tout le monde est concerné par cette affaire de ce qu'on peut appeler de l'aménagement numérique et durable des territoires, pour reprendre l'expression d'un projet que nous avons mené avec Jérôme Coutan, qui est là il y a quelques années à la Datar. Comment vous croisez les choses, ou est-ce que finalement à Lille, l'aménagement numérique des territoires c'est une chose, l'agenda 21 c'est autre chose, etc. Vous allez me répondre, non, c'est pas comme ça. Mais concrètement, comment ça se passe? Non, mais je ne peux pas vous faire une réponse de politique, puisque je ne suis pas un politique, je suis chargé de mission auprès de... Vous n'êtes pas en campagne électorale. La directrice générale des services. Donc je vous apporterai un regard plutôt d'administratif, et je connais une grande partie des sujets. Alors comment est-ce qu'on fait pour croiser les différents enjeux? Peut-être pour commencer à vous répondre, vous donner quelques éléments de décor, de définition de la communauté urbaine de Lille, qui comprend donc plus d'1 million d'habitants, qui donc est la 4e métropole après Paris, Lyon, Marseille, qui historiquement s'est créée sur des compétences très dures. Donc c'était la voirie, les déchets, l'eau, l'assainissement, et qui petit à petit a acquis des compétences de type développement économique et gestion d'équipements sportifs et culturels. Le territoire de Lille Métropole est le plus agricole ou le plus rural, je ne sais plus, de toutes les communautés urbaines de France. C'est une communauté urbaine qui est très très étendue, et donc ça aussi, ça impacte sur les modes de gouvernance, bien sûr, hein, puisqu'on a à la fois des maires comme Martine Aubry, les maires de Tourcoing, Roubaix, et aussi on a des maires de 500 habitants. Donc là aussi c'est une donnée, je pense, importante sur des questions de croisement d'enjeux. Et donc, à Lille Métropole, on est effectivement assez innovant, je crois, dans la manière de proposer de nouveaux services. On est en pleine phase de réflexion sur la meilleure manière de croiser tous ces enjeux, ce qui est assez compliqué. Sur la question spécifique du numérique, pour l'instant, on s'oriente plutôt vers la définition d'un mode de gouvernance politique, donc un copil politique qui serait coordonné par Hakim Oral, que j'excuse aujourd'hui, et donc qui a vocation à prendre en compte en fait, la complexité du territoire. Un des constats, c'est de se dire l'île métropole, contrairement à l'histoire, ne pourra plus être là en tant que porteur de projets numériques en propre. Et donc il faut imaginer de nouveaux modes de conduite de projet. Nouveaux modes de conduite de projet, est-ce que c'est forcément en collectivité territoriale également de porter des projets numériques sur le territoire? Est-ce que ça peut être un hôpital, une université, pas forcément, mais donc il y a un nouveau rôle aussi à penser, à imaginer, un nouveau rôle de l'île métropole comme coordonnateur de tous les acteurs publics du territoire, et également comme accompagnateur des acteurs privés qui auraient vocation également à intervenir sur ces sujets-là. Donc voilà pour la structuration politique et la gouvernance globale. Ensuite, je vais évoquer un autre sujet qui est extrêmement important pour les collectivités comme les nôtres. Il faut bien mesurer également le cloisonnement historique des fonctions dans les collectivités. Et avant de décloisonner sur le territoire l'ensemble des fonctions, être à l'intersection entre tous les enjeux, développement durable, transport, mobilité, énergie, il faut aussi, de manière assez vigoureuse dès à présent, commencer à se préparer à l'intérieur des collectivités, à être en ordre de bataille pour les projets qui se présentent. Et ça, pour l'instant, il faut bien mesurer que c'est déjà extrêmement important, et
Et ça reste un gros challenge. Et donc pour ce faire, ça veut dire qu'on doit amener les collectivités à travailler différemment des questions de système d'information notamment. À Lille Métropole par exemple, je vous parle de mon territoire, les questions de système d'information étaient habituellement traitées chacun de son côté, selon son besoin. Si on veut pouvoir être en support de services numériques sur le territoire, qui soient à la fois innovants, qui soient fiables, qui permettent la création de richesses, la création d'activités économiques, ça veut dire qu'on est en mesure à la fois de proposer une donnée qui soit fiable. Et donc ça, c'est la donnée est un des enjeux les plus majeurs pour nous. Et en même temps, ça veut dire également qu'en termes d'allocation de ressources, donc sur le territoire et de passerelle entre l'interne à l'administration de l'Île-Métropole et également les compétences dans les communes, dans les administrations du territoire, ça veut dire aussi qu'on assemble les conditions qui permettent d'assurer ces passerelles. Et donc là-dessus, ça a conduit l'Île-Métropole, par exemple, à penser différemment, enfin pas à penser différemment, mais à faire évoluer la manière de structurer la maîtrise d'ouvrage du système d'information. Et donc la directrice générale des services, qui est particulièrement sensible à ces sujets-là, a créé auprès d'elle une cellule d'appui à la maîtrise d'ouvrage du système d'information. Ça peut vous paraître un détail, mais c'est extrêmement important, c'est un acte fort pour une administration que de placer auprès de la DGS la maîtrise d'ouvrage du système d'information et de se donner les moyens, donc les instances, pour dialoguer sur les projets SI, pour également partager les modes d'action et en même temps déterminer, arbitrer les ressources qui sont allouées et veiller au suivi des projets SI jusqu'à leur aboutissement. Voilà en quelques mots. Donc, faut que vous sachiez également que la question des SI dans une métropole comme une métropole, c'est amené à être de plus en plus important, d'autant que les métropoles sont censées également devenir des autorités organisatrices des réseaux, dans le sens large. On pensait dans une version antérieure du projet de loi du troisième acte, on avait appelé ça l'acte 3, bon finalement on est assez loin, mais disons la loi de renforcement d'affirmation des métropoles. Donc le terme autorité organisatrice des réseaux est souvent utilisé pour les compétences mobilité et les compétences eau, assainissement. Et de plus en plus s'affirme en fait le rôle de métropole à l'intersection de tous les réseaux, qui implique aussi d'être en mesure de construire un mode de pilotage numérique des réseaux et qui apporte, enfin, qui permettent de superviser réellement l'ensemble de ces sujets. Merci. Donc ça veut dire que pour vous, la métropole, c'est le bon niveau d'intervention et d'organisation de l'ensemble des réseaux. Oui. Merci. Je ne sais pas si Pascal Luciani-Boyer va être d'accord avec ça, mais je pense assez probablement, même si la configuration d'une agglomération comme Paris ou le Grand Paris effectivement est un peu particulière, tant pour des questions historiques que géographiques, mais déjà, est-ce que tu considères qu'il y a aussi un problème de cloisonnement et de manque d'agilité des collectivités dans leur organisation par rapport à un contexte comme celui d'aujourd'hui, qui est celui des métamorphoses des villes qui se passent quand même très rapidement et en forte accélération? Oui, alors si tu m'autorises, je voudrais rebondir déjà sur les excellents propos qui ont été tenus, et je partage complètement, et je suis ravie d'avoir entendu les propos de Madame, parce que je crois qu'on a bien placé les 4 enjeux auxquels nous nous préoccupons les uns les autres dans les collectivités territoriales. Est-ce que la problématique de strate, parce que quand tu m'interroges sur est-ce que la métropole on est sur une problématique de strate qui intègre là 2 questions. Il y a celui des tuyaux, qui est une problématique structurelle, avec des ressources de financement extrêmement importantes, et qui doit être regardée d'une certaine façon, et donc avec un côté très massif et surtout territorial. Et puis il y a l'autre côté qui est celui du pilotage, d'usage et d'accompagnement de
métamorphose, moi je préfère le terme de mutation, Francis le sait, peut-être parce que mes réflexes de biologiste remontent à la surface dans ce sujet. Deux mots par rapport à cela. L'immense majorité de nos collègues élus en charge de sujets politiques, je te remercie d'avoir rappelé tout à l'heure que nous avions une parole différente, pas nécessairement, y compris dans le cadre de campagne électorale, et pas nécessairement, et j'ai pris du temps pour venir ici parce que je pense que c'est fondamental qu'on puisse participer aux réflexions collectives qui nous intéressent tous. Donc la parole politique ne va intervenir que sur la partie gouvernance. Mais sur les méthodologies qui sont à l'œuvre aujourd'hui, je crois que fondamentalement, il y a une prise de conscience des décideurs politiques qui n'est pas à la hauteur de ces enjeux de transformation, de métamorphose et de mutation sociétale. Parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'ensemble de la présentation que vous avez fait l'un et l'autre était extrêmement pertinente et elle apporte l'ensemble de cette mutation que moi je mets sur 15 ans de la prise de conscience. Bien sûr qu'on n'a pas attendu 15 ans pour qu'on puisse avoir un certain nombre d'outils, mais en 15 ans, il s'est passé une transformation, donc une mutation extraordinaire. Mutation, pourquoi pour moi? Parce qu'elle s'inscrit dans une pression environnementale. Et cette pression, elle est économique, ça a été rappelé, elle est écologique. Et le numérique est un élément de cette pression environnementale. Et comme c'est de plus en plus fort, quand dans tout système biologique, ça force à la mutation. Et donc on est en train là d'assister à une accélération de cette mutation. Sauf que les seuls qui sont peut-être moins impactés par cette pression environnementale sont malheureusement, bien encore trop souvent, les élus et les décideurs politiques. Ils n'ont pas vu dans un certain nombre de cas, et nous sommes 600 000 en France, et en élus territoriaux, nous sommes 500 000, bon 518 000, je vous passe les détails. Mais beaucoup d'entre eux n'ont vu qu'une partie de cette facette extraordinaire qu'est cette mutation à laquelle nous assistons et qui est celle des réseaux. Donc si je voulais répondre à ton interrogation, est-ce qu'il faut que ça soit la strate métropole pour... Tout dépend de quel point de vue on se place. Si je prends la compétence qui est envisagée par l'ensemble de mes collègues qui est celle de faire des trous pour faire passer des tuyaux, je vais te répondre, oui, il faut une strate de pertinence qui est suffisamment large pour pouvoir porter de tels investissements. Maintenant, si on veut se placer de l'autre côté, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est celle de l'impact sociétal sur toutes les politiques publiques et les plus éloignées d'entre elles pour certains, lorsqu'on parle du social ou du handicap, lorsqu'on parle de l'éducation, maintenant ça fait sens, tout le monde pense éducation numérique. Santé aussi est rentrée dans l'esprit collectif, e-santé, ça parle aux gens. Mais il y a encore de nombreux sujets qui sont, sur lesquels vous interrogez un élu et il vous dit « mais le numérique n'a rien à faire dans cette histoire. Ça n'est pas mon sujet. » Et tant que ça ne sera pas le sujet de tous les décideurs politiques, on ne fera pas, on n'accompagnera pas correctement cette mutation fondamentale. Alors pour ça, bien sûr qu'il y a des fondamentaux à revoir sur les méthodologies de gouvernance interne. Et là, je mettrai 2 points. Il y a la gouvernance générale, l'action politique. Et puis, il y a la gouvernance en termes de gestion, donc d'une structure, d'un territoire. Et lorsque vous évoquiez les cloisonnements tout à l'heure, ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises, ces cloisonnements, là vous faites référence, pour un certain nombre d'entre vous, à nos fonctionnements de nos administrations publiques, d'État ou territoriales, qui sont extrêmement cloisonnés et sur lesquels il y a matière à mettre plus de transversalité. Cette transversalité, de mon point de vue, elle ne peut se mettre en œuvre aujourd'hui, pas nécessairement par les DSI, mais plutôt par la Direction Générale des Services. Pour l'avoir mise en œuvre sur une collectivité, bon, chez moi c'est beaucoup plus modestement 80 000 habitants, hein, 76 000 exactement si on veut être très, très précis. Donc on n'est pas sur la même configuration, mais pour autant, je crois que Strasbourg a aussi une logique dans ce sens. Nous avons non pas mis en place une DSI renforcée, mais une direction des usages du numérique. Ce qui signifie bien qu'on est dans l'usage. Et qui intègre la DSI. Et qui intègre la DSI. Et qui est piloté par le DGS directement.
avec un copilotage, avec un élu de référence qui lui a une action transversale. Et donc, avec ce double équipement, ce double attelage, non, pas équipement, attelage, qui est celui du politique et de l'administratif qui ont une vision transversale tous les deux et non pas métier, on peut commencer à avancer sur des accompagnements de mutation des politiques publiques, mais là on est sur la gestion. Et je voudrais aller et abonder dans le sens de la gouvernance d'un territoire et dans le cadre de la logique politique pour reprendre une image que vous avez explicitée, qui est celle qui est issue d'Éric Yourcenar, donc je remets au père ce qui lui appartient, qui était de dire que le métier de maire, c'est celui d'un métier d'artisan d'art. Et de mon point de vue, celui d'un métier d'artisan d'art, avec mon prisme numérique, c'est celui qui tisse, bien sûr, pour lui, des fils horizontaux et verticaux, mais à chaque fois qu'il y a un nœud, pour moi, ça s'appelle une connexion. Et je crois qu'à tous les deux, on a une image extrêmement réelle et concrète de ce que nous réalisons sur nos territoires en termes de gouvernance et de pilotage politique. C'est que nous essayons de faire en permanence ce lien et ces connecteurs. Alors, si je reprends un vocabulaire qui m'est plus proche, je vais parler de facilitateurs d'écosystèmes, où nous allons retrouver à chaque fois aussi bien des relations entre les plus jeunes et les plus vieux, mais également entre le privé et le public, entre les entreprises et les citoyens, tous ces acteurs qui vont constituer notre mieux vivre ensemble de demain, mais déjà d'aujourd'hui, qui va être source de rationalité. Vous parliez d'optimisation. La rationalité, elle passe aussi par le fait de chercher où sont les bons acteurs pour les faire travailler ensemble. Et puis, vous avez bien sûr l'acteur majeur qui est le citoyen qui compose et qui est partout dans tous les connecteurs. Il est partout. Et quand on interroge la gouvernance, moi je prendrais celle que j'affectionne tout particulièrement, qui est celle dans laquelle nous nous sommes inscrits en 15 ans, où on avait bien sûr cette gouvernance très top-down, très française d'ailleurs, hein, où on a pensé avec l'arrivée du numérique, on s'est dit on va aller plus vite, plus loin, donc avec Internet, on appuie sur le bouton et on va envoyer une information plus large. C'était la grande période, vous savez, de la e-administration. On dématérialise tout. Moi, j'ai appelé ça la dématérialisation plutôt que la e-administration, parce qu'on mettait les documents CERFA, on les mettait sur le site Internet, puis on disait, ça y est, j'ai dématérialisé. Puis après, il y a eu l'autre période où les citoyens s'étaient appropriés davantage le système et où on a eu du bottom-up. Donc on a eu du remontant. Et donc là, le citoyen a commencé à remplir lui-même. Il commençait à être un petit peu acteur. C'est pas encore cela, mais en tout cas, il était plus responsabilisé et il intervenait sur le document. Puis après, il est intervenu directement auprès du décideur politique, tout comme il intervient auprès d'une entreprise dans le cadre de service client. Hein. Il revendique, il exprime son opinion. Et je crois qu'aujourd'hui, on est sur un mix de tout cela. On est sur du transversal, donc on est plus sur le top-down ou le remontant, mais on est véritablement sur du citoyen avec le citoyen. Donc moi, j'avais illustré ça avec du un pour tous et puis du tous pour un. Et aujourd'hui, on est sur ce tous pour tous. Et la gouvernance d'aujourd'hui, celle que nous mettons en place, et une petite anecdote quand même sur le côté électoral des choses, à quelques mois, tous les programmes, moi je suis assez intéressée et ravie de le voir, tous les programmes qui sont en train de se mettre en place intègrent cette notion de participation en partie. Moi, je préfère celui du co-acteur responsable. C'est celui qui se dit, demain, la cité dans laquelle je veux vivre, elle doit être comme ça. Je ne me contente pas de dire je veux, j'agis sur un système pour l'influencer suffisamment pour qu'il aille dans le sens dans lequel je souhaite avancer. Et donc là, on le voit se mettre en place dans les programmes électoraux des villes qui ont quelques outils pour le faire. J'aurais une question à vous poser concernant la loi Pinta de 2009. Donc cette loi a été adoptée il y a 5 ans. Elle introduisait la mise en place d'un dispositif de lutte contre la fracture numérique et de déploiement du très haut débit en France et visait particulièrement les villes. Et j'aimerais avoir votre point de vue, peut-être une petite évaluation 5 ans après l'adoption de cette loi, sur justement la coordination des acteurs publics-privés, la mise en place des schémas directeurs territoriaux d'aménagement du numérique. Comment vous avez vécu la mise en place de ces schémas, du fonctionnement du Fonds d'aménagement numérique des territoires, en termes de coordination et d'efficacité? Merci.
Alors, la fracture numérique, alors on parle plus de fracture, mais bon, alors on va garder ce terme-là. Et oui, les villes aujourd'hui sont inéquitablement dotées d'accès à des réseaux performants. Voilà, j'ai choisi mes mots. Parce que quand on dit de très haut débit, ça sous-entend que tout le monde a au moins un certain niveau. Or, on sait quand même qu'il y a un certain nombre de territoires. Il se trouve que je suis d'origine corse. Alors, quand je regarde la ruralité dans des configurations assez difficiles, j'ai souvent ce regard qui se porte sur la Corse, très vallonné, un petit peu éloigné, on va considérer, et donc qui n'est pas forcément le mieux doté aujourd'hui de tous ces outils pour mieux communiquer. Et pour autant, c'est certainement le lieu où il y en a le plus besoin. Et quand on regarde la fracture telle qu'elle perdure aujourd'hui, les villes ont souhaité, enfin les villes et les territoires ont souhaité être plus partie prenante des schémas d'aménagement territoriaux, et peut-être que l'on peut déplorer qu'à dans un certain nombre de cas, les départements, puisque c'est la strate de pertinence qui a été retenue, hein, les départements n'est pas toujours, et c'est pas généralisé ce que je vous dis, mais il n'est pas toujours pris en considération des configurations extrêmement spécifiques de certaines villes ou d'environnements de villes, et ont parfois laissé certaines d'entre elles qui avaient de fortes potentialités ou de fortes aspirations pour leur développement un petit peu de côté. Donc on peut déplorer cette manque de synergie qui est en train de se résorber aujourd'hui, puisque les nouveaux schémas, puisqu'il y a de nouvelles règles, impactent davantage la décision des communes dans la réflexion, et également mettent l'accent sur des recherches de mix technologique qui devraient résoudre et accélérer cette difficulté d'inéquité territoriale sur l'aménagement numérique. Sous réserve qu'effectivement ils soient réellement interopérables et correspondent à des débits qui correspondent à l'avenir et pas au passé, mais ça c'est un débat plus presque ARCEP. Bon, allez, Karine. Oui, Karine Dartic-Pérou, donc je suis membre du think tank Futur Numérique. Ma question est celle de la gouvernance, parce qu'on voit bien ce matin dans vos propos à quel point elle est ressortie de manière diverse. J'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, on voit bien que s'adapter, pour s'adapter, il faut innover. Pour innover, il faut anticiper. Ma question, elle porte sur le rôle de la prospective. Comment vous voyez le rôle de la prospective, en termes de gouvernance, soit à travers la gouvernance politique, comme vous différenciez gouvernance politique de gestion de la gouvernance, on le voit à Lille avec des expériences ou à Rennes. Est-ce que pour vous, quel est le rôle de la prospective, et à quel niveau l'utiliser, mais je dirais d'un point de vue pratico-pratique. Là, on est vraiment dans la gestion. Frédéric, peut-être. Moi, je considère que c'est le rôle le plus important. Je l'ai peut-être fait un peu sentir dans mon propos liminaire, mais y compris cette capacité à se projeter, à utiliser, parce que finalement, ça rejoint tout un tas de questions, les données, les réflexions qu'on peut avoir, c'est très important au niveau de la gouvernance, des choix stratégiques politiques, mais surtout ils doivent être partagés avec la population elle-même et avec les acteurs. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Moi j'ai le sentiment par rapport à il y a 10 ou 15 ans qu'on est un peu plus en capacité de le faire. Je pense que, excusez-moi de revenir toujours sur le secteur dont j'ai la charge, mais en matière d'urbanisme, aujourd'hui, il faut partager la vision, l'objectif, etc. Bien avant, j'allais dire, de rentrer dans l'opérationnel. Je discutais avec mon collègue d'Ivry sur le sujet tout à l'heure. Je pense que c'est très très important. Donc voilà, pour nous, et cette question de la gouvernance, et en tout cas des textes, y compris les lois qui arrivent en ce moment, nous, il se trouve que, on a toujours beaucoup travaillé avec Lille, Rennes, on a toujours eu beaucoup d'échanges, mais on en a depuis 5-6 ans, beaucoup avec Bordeaux. Et on s'est rendu compte que Bordeaux est en communauté urbaine, par exemple, et a, d'un point de vue réglementaire, législatif,
a priori beaucoup plus de moyens que nous, qui ne sommes qu'en communauté d'agglomération, pour mener à bien les stratégies urbaines liées aux mobilités, à tout ce qu'on veut. Et la réalité, c'est qu'on a plutôt fait beaucoup plus à Rennes. Donc la question de la gouvernance, c'est d'abord une question de projet politique et de mobilisation. Alors politique et au sens le plus large du terme. Et on est complètement, à mon avis, complètement là-dedans. Mais c'est pas vraiment dans la culture non plus de travailler avec des chercheurs, avec des prospectivistes. Je me souviens d'un débat avec quelqu'un, je ne citerai pas parce que c'est un des responsables de la MIF, mais un des élus de la MIF, mais qui disait devant son président, mais devant on était un parterre de jeunes designers, urbanistes, architectes, etc. Qui disaient ah mais non, mais attends, on est entre nous, hein, on peut balancer. Non, mais c'est intéressant, c'est des problèmes culturels. Il disait, mais de toute façon, il y a une personne qui porte la vision de la ville, c'est le maire. Et les jeunes disaient, non, la vision, elle est collective. Bien sûr. Enfin, non, mais c'est encore ancré dans pas beaucoup d'endroits. Est-ce que chez vous, ça l'est? C'est naturel de travailler honnêtement, je crois pas. Autant je crois pas qu'on puisse dire la démocratie participative va remplacer. Je pense que la question, c'est l'articulation entre les deux. Et parce que d'abord, les conditions de la participation, c'est compliqué hein, pour une partie de la population. On ne convoque pas, etc. Donc, non, mais en revanche, c'est vrai que j'allais dire les moments de bonheur démocratique qu'on peut avoir, c'est justement ces moments où vous avez un étudiant de l'école des Beaux-Arts qui vient interpeller le maire et lui dire vous avez rien compris, en fait ce qu'on attend c'est plutôt ça, on peut faire ça comme ça, etc. Et qu'il y a des habitants qui sont là, oui c'est ça, c'est le frottement, c'est la confrontation, c'est ces moments-là qui sont... et l'innovation, alors notamment technique, mais je ne vais pas le dire devant cette salle, on l'attend plutôt des générations qui montent que voilà, le maire il est quand même à un moment dans son bureau, dans un rôle très institutionnel, très stratégique, et il a besoin de se nourrir de ça. Enfin, à mon avis. Michel qui a envie de vous arracher le micro. Qui a envie de réagir. Vous nous avez dit qu'il fallait être proactif, donc vous avez raison. Non, mais c'est juste pour prolonger. 3 éléments sur cette question de prospective. D'abord, je pense que depuis quelques années, et je trouve que c'est extrêmement positif par rapport à votre question sur où on en est, qu'est-ce qu'on fait, sur le thème de la ville, il y a énormément de prospectives. Moi, j'étais très surprise, très positivement en 2008-2009, quand j'ai commencé à voir que toutes les entreprises, les grosses, qui travaillaient sur des morceaux de la ville, étaient en train de créer leur think tank sur la ville, et donc un think tank de prospective. Ça m'a juste un petit peu inquiété au bout d'un certain temps, parce que je me suis dit que si chacun réfléchissait dans son coin, il y avait Renault qui avait sien, Vinci avait sien, FH avait sien, voilà, et Veolia, enfin voilà, et qui ne se parlaient pas un petit peu, on risquait d'avoir chacun des visions de la ville différentes, et donc ça collait pas. Donc on avait fait une opération qui consistait à réunir les think tanks pour qu'ils se parlent, et ils en étaient très contents d'ailleurs, parce que justement, chacun dans sa spécialité essayait de voir où l'amener justement cette vision prospective, et ils se rendaient bien compte qu'à un moment donné, ils avaient quand même besoin de savoir comment ça allait dans le futur se raccorder, ces différentes visions. Et d'où ce besoin aussi d'avoir cette vision globale. Donc en tout cas, je trouve que sur la ville, il y a eu une explosion de la réflexion prospective depuis quelques années, parce que c'était pas le cas, me semble-t-il, il y a 10-15 ans, qui est pour moi un élément extrêmement positif. La deuxième réflexion que je me fais autour de cette histoire de prospective, c'est qu'à la fois, il faut se projeter, il faut essayer de comprendre ou de réfléchir à comment les choses vont évoluer, parce que dans la construction de la ville, on a besoin d'avoir une vision, de planifier, de se projeter, de faire des schémas et de savoir ensuite comment les choses vont s'organiser, surtout si on veut le faire de manière transversale. Mais il y a de la rupture partout, on est en pleine métamorphose, et donc en fait on sait très bien que ce qu'on imagine, c'est certainement pas ce qui va se passer. Donc c'est, à mon avis, vraiment un point névralgique très complexe. C'est comment on fait à la fois pour avoir cette vision, se projeter, essayer de caler, de faire des schémas. D'ailleurs, on voit bien qu'on est tous en train de faire des schémas de tout en ce moment,
tout en ayant en tête que il va falloir quand même qu'on s'adapte et que les schémas eux-mêmes s'adaptent très souvent et très vite. Et voilà, c'est très compliqué d'être dans cette démarche-là et c'est très compliqué pour les élus en particulier. Et je reviens sur la gouvernance. Je rappelle qu'on a bien dit forte et participative, parce qu'on a besoin des deux. Il faut effectivement avoir ce frottement, ces échanges, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « je sais exactement comment va être ma ville dans 50 ans ». Et que ça viendra parce qu'il y aura tous ces échanges, il y aura cette écoute, il y aura ces idées nouvelles, chacun va pouvoir apporter. Mais il faut aussi qu'elle soit forte, parce que sinon on n'avance pas et il ne se passera strictement rien dans un certain nombre de pays, c'est clair. Voilà, si on n'a pas les bonnes compétences aux bons endroits, à la fois juridiquement et en termes de moyens, de capacités humaines, financières, etc., vous ne la ferez pas à la ville. Hein. Donc il y a cet exercice compliqué, mais bon, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce que font nos politiques et de ce que c'est que la démocratie. Et on est là pour ça. Pascal, un mot et ensuite... oui, juste un mot sur la notion de prospective et de gouvernance, puis pour rebondir quand même sur le propos que tu avais donné tout à l'heure. Cette image... Nous sommes de plus en plus confrontés à cette problématique et nous y avons amené quand même des réponses et on a intégré dans la notion de Living Lab, City Lab, on va l'appeler de façon différente, la recherche, le monde de la recherche. Et la collaboration collectivité-recherche est une collaboration de moyen terme. Hein. Ça fait assez peu de temps, 3-4 ans, que nous avons appris à travailler ensemble. Pour les raisons qui ont été très justement évoquées, c'est que c'est un monde qui évolue, donc on a besoin du benchmarking international, on a besoin du regard de la recherche pour éclairer et aider aux choix et aux décisions, mais aussi parce que comme nous inventons tous les jours aussi des nouvelles méthodes de gouvernance sur les territoires, et moi je sais qu'on en a inventé un certain nombre qui étaient de l'ordre de la co-citoyenneté active, on a cherché à savoir si on avait bien fait, puisqu'on innove, il faut qu'on sache, et donc on est aussi sur cette notion d'évaluation des méthodologies qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc un certain nombre de territoires, dans la gouvernance y compris politique, cherchent à évaluer la pertinence des propositions qui sont faites. Alors, par exemple, moi je l'ai fait sur le sujet éducation. Si, tout à fait, je l'ai fait sur l'éducation et le numérique. Et donc j'avais appelé ça des COCA. Donc on avait des comités d'organisation de citoyenneté active. Alors les COCA, il y avait des chercheurs, le monde de l'éducation nationale, il y avait les animateurs des centres de périscolaires, il y avait donc le monde de l'éducation nationale, la collectivité locale et des partenaires privés et des associations. Et donc tous ces gens-là réfléchissaient dans le cadre politique et de la volonté politique telle que ça a été rappelé. On veut mettre du numérique dans nos écoles. La contrainte de temps, en timing, elle est d'1 an. La contrainte budgétaire, elle est telle. La contrainte réglementaire a été rappelée par les acteurs. Maintenant, vous travaillez. Vous faites. Et donc, on a bien été sur une méthodologie de gouvernance très différente parce qu'on n'a pas décidé appliquer. On a décidé du cadre. Là, c'est sans remettre en cause la légitimité du suffrage qui a été donné à un moment de... Voilà, qui va être redonné au mois de mars. À un moment donné, les gens disent « je veux tel projet ». Mais sur tel projet, dans le grain de comment on le fait, on ne peut pas leur dire 6 ans après, à tout compte fait, on avait décidé de faire comme ça. On a décidé ensemble d'aller là, et comment on va le faire ensemble. Et donc là, on a besoin de la prospective et de la recherche, du monde de la recherche, parce que ce sont des outils nouveaux, de pilotage nouveau, avec des masses qui sont beaucoup plus conséquentes que celles avec lesquelles on avait l'habitude de travailler, qui n'est pas simplement le conseil exécutif, donc le conseil municipal si on prend une ville, mais d'autres assemblées si on prend des départements et des régions. Il faut qu'on apprenne à élargir ces cercles d'action qui ne sont pas ceux de la décision et de l'arbitrage. Ma question concerne la caractérisation qui a été faite tout à l'heure de la ville du futur. J'ai entendu des choses qui m'intéressent évidemment. Une ville centrée sur l'individu, une ville avec une gouvernance et qui va être une gouvernance politique, je dirais démocratique, hein, avec un grand D, qui va être capable de gérer collectivement l'énergie, les déchets, etc. Mais je me dis, est-ce que cette ville va être, disons, adaptée aux gros enjeux du futur, qui renvoient à des populations qui explosent sur la planète, avec des diversités culturelles extrêmement importantes, des mouvements démographiques extrêmement importants également.
Et cette question me conduit tout naturellement à vous poser la question suivante. Est-ce que cette ville n'oublie pas, je dirais, la problématique est au cœur, me semble-t-il, de la ville du futur, qui est celle de l'intégration sociale? Est-ce que c'est pas la caractéristique fondamentale je dirais, de la ville du futur? Et de mon point de vue, penser que l'intégration résultera du fonctionnement normal des instances démocratiques et de la gouvernance, que ça résultera de l'intégration de systèmes, etc., ça me paraît une vue un peu techniciste. Pardon du caractère un peu provoque de cette intervention, mais j'aimerais vous entendre sur cette question. Alors, d'abord, j'ai oublié de vous dire que nous avions un site internet, et donc le mieux c'est que vous y alliez parce que c'est un peu plus long que ce que je vous ai dit. Et donc ça s'appelle vivapolice.fr ou vivapolice.com. Vous verrez que quand je mets en premier l'amélioration, enfin des bonnes conditions de vie ou l'habitant ou l'homme, bah, c'est que justement la dimension sociale, elle passe avant les autres, hein. Si je mets la performance, donc ce que je considère moi effectivement comme très techniciste, en 2, c'est bien parce qu'en 1, c'est l'autre. C'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Pour moi, la ville du futur, durable, tout ce que vous l'appelez comme vous voulez. D'abord parce que c'est vrai, comme vous le rappelez, on est tourné, puisque je rappelle qu'on est dans une démarche d'exportation, donc on est tourné vers les pays émergents, parce que c'est quand même eux qui construisent aujourd'hui des villes en grande quantité et à très grande vitesse, et que la problématique sociale de l'intégration des populations de niveaux de vie différents et très très différents, encore plus que chez nous, c'est un sujet premier. Les problématiques de sécurité aussi, les problématiques de risque aussi, de résilience, etc. Donc j'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout en 5 minutes, mais bien entendu, toutes ces dimensions-là sont prises en compte. Et je reviens sur ce que je disais, cette ville, elle est effectivement, elle protège la santé de ses habitants, elle est diverse en termes d'activité économique et toute activité, y compris tous les services dont on a besoin quand on est un habitant aujourd'hui dans une ville, donc à la fois des services sociaux, des services économiques, des services de loisirs, etc. Elle est mixte socialement et elle est mixte économiquement. C'est clairement expliqué dans notre présentation et dans la manière dont on la conçoit. Donc pour moi, on n'a vraiment pas de difficulté à le dire. À le faire, c'est autre chose, on est bien d'accord, hein. Mais pour moi, la technologie, c'est vraiment uniquement, c'est très important, c'est le moyen de répondre à ces demandes et de satisfaire ses besoins. C'est vraiment comme ça qu'on le conçoit et qu'on l'explique. Et quand on l'explique aux élus de tous les pays dans lesquels j'ai pu aller pour le moment, ils le comprennent parfaitement. Et ce thème de la gouvernance également. Ils sont bien d'accord qu'ils veulent des villes modernes, avec toutes les technologies possibles et imaginables, mais ils sont bien conscients que c'est d'abord pour leurs citoyens. Et je reviens juste sur un mot, vous avez dit démocratique. C'est un mot que vous ne trouverez pas dans Vivapolis, justement. D'abord parce qu'on s'adresse à tous les pays dont un certain nombre ne sont pas forcément démocratiques. Et par contre, on parle bien de la participation des habitants, et elle peut se faire de différentes manières sans forcément passer toujours dans un premier temps par un système démocratique. Jean-Luc Salaberry de la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Deux remarques et puis une interrogation. Première remarque concerne la gouvernance. Nous aussi, avec nos adhérents, on observe évidemment toutes les difficultés qu'il y a à gouverner une organisation, un système public, qui est une collectivité. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, en matière de prospective et d'action, on va plutôt vers deux gouvernances différentes. C'est-à-dire, il y a une gouvernance qui décide, celle qui est élue, celle qui est représentative du peuple. Et en Ve République, c'est difficile de faire outre ça.
On peut le prendre comme on veut, mais en réalité, au final, c'est quand même ceux qui sont sur la liste qui sont élus, et pas les autres. Et puis la gouvernance de la prospective, qui est là, effectivement, qui nécessite une ouverture beaucoup plus large, qui est celle de la concertation, de l'ouverture aux experts, mais aux non-experts aussi, enfin voilà, à tout le monde. Et comme vous l'avez décrit, donc bien cloisonnement de deux façons de gouverner à la fois la prospective, où on s'aperçoit que souvent les programmes municipaux, ils sont réalisés quasiment en 15 jours, alors qu'une vraie prospective territoriale, ça prend 2 à 3 ans. Beaucoup de programmes de prospective qui sont mis au point dans un certain nombre de collectivités territoriales, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et donc cette maturité est nécessaire pour voir un peu mieux ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Ça, c'est un enjeu. Il y a beaucoup de cabinets, il y a beaucoup de collectivités déjà. Ça fait une quinzaine d'années que les collectivités font de la prospective. C'est un petit peu pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure. Donc, c'est pas nouveau. Et malgré tout, on fait des erreurs. Exemple, et ça rejoint un petit peu la gouvernance de l'action en matière numérique. La position du DSI qui était explicitée tout à l'heure, que ce soit à Saint-Maur-les-Fossés ou à Lille, un enjeu de cette gouvernance du numérique, on essaie de se dire qu'il faut que le DSI soit rapproché du DGS. Ça, c'est incontournable. Ça fait 10 ans qu'on le sait, mais c'est difficile à le mettre en œuvre dans les collectivités, parce qu'il y a des rapports de force dans les collectivités entre les DGA, les DGS, enfin, toute cette équipe. Donc le passage à l'action dans cette gouvernance est compliqué. Donc effectivement, une problématique forte de la gouvernance du numérique. Mais malgré tout, ça arrive un petit peu tard, cette réflexion, parce que je pense que le mandat qui vient va être un mandat où probablement ça va se mettre en place dans beaucoup de collectivités territoriales, en même temps que la mutualisation dans les agglos, les métropoles et autres. On a loupé quelque chose, c'est celui des réseaux télécoms, qui vont irriguer l'ensemble de tout le territoire d'une métropole. Et effectivement, ces réseaux vont être la propriété d'un opérateur unique, quasiment, avec lequel il faudra systématiquement passer des compromis pour gouverner nos propres réseaux. Les réseaux d'évaluation de la qualité de l'air pour ménager la santé de la population, les réseaux d'énergie, les réseaux d'eau et autres. Et le seul réseau, finalement, qui ne sera pas gouverné de façon directe par les collectivités, ce sera celui qui irriguera tous les autres réseaux. Et là, c'est une question forte qui est nécessaire probablement de cadrer, de réfléchir à nouveau si le choix de séparer ces réseaux en deux zones, celle des agglomérations et des métropoles qui serait fait par des opérateurs privés et puis celle du reste du territoire par des opérateurs publics, ne va pas à l'encontre complet de toute la stratégie qu'on essaie de mettre en place sur les territoires urbains. Je pense qu'il faut être prudent sur ça. Il n'y a pas plusieurs gouvernances, à mon avis. Oui, donc Joël Maud de l'Institut Mines Télécom. Plutôt un constat d'étonnement. Je vois qu'on parle beaucoup de métamorphose numérique. Et donc ça va modifier toute la manière de vivre ensemble sur tout le territoire. Et là, je vois qu'on parle beaucoup de métamorphose de territoire urbain. Donc on recrée une nouvelle fracture entre l'urbain et le rural, entre la ville et la campagne. Et je me pose la question, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se reposer la question globalement d'utiliser tous les réseaux, notamment les réseaux numériques qui doivent irriguer tout le territoire pour refonder une nouvelle gouvernance et peut-être estomper cette notion de ville et de campagne? Alors moi, je vais vous donner un avis. Je précise qu'il est personnel. Y compris l'INSEE essaie de nous faire croire qu'il y a encore une France rurale. Moi, j'y crois pas. Il y a 96% de la population qui vit dans des unités urbaines d'au moins 2000 habitants. Et effectivement, la question se pose de comment on connecte tous ces réseaux, parce que, pour revenir à la question des différentes strates, etc., les strates qui comptent sont les bassins de vie, c'est la réalité d'où vivent les gens, d'où ils travaillent, etc. C'est là que c'est pertinent. Moi, je suis assez d'accord avec votre intervention. Je pense que la question, c'est comment les réseaux se structurent. Je suis assez d'accord avec ça, parce que moi j'ai quitté Paris pour vivre à la campagne, j'ai pas eu l'impression de changer de mode de vie. Par le fait que les arbres soient un petit peu plus nombreux et plus proches.
Pascal. Oui, j'allais venir sur ce propos. Parce que lorsqu'on parle de connexion, tout à l'heure, quand il y avait eu la question sur l'humain que monsieur a posée, je voulais aller là-dessus également, parce que lorsqu'on se dit, mais comment est-ce qu'on vit mieux ensemble? Là, on se dit dans un monde qui est déjà périmétrique et celui du monde urbain. Et je représente aussi l'Association des maires de France au Conseil national du numérique, et qui dit maire de France, c'est 36 000 communes. Et obligatoirement, la deuxième question lorsqu'on parle de l'humain, c'est est-ce qu'on est en train de proposer le même mode de vie à nos concitoyens qui vivent dans cette ville de demain, qui présente tous les avantages que Madame a très justement décrits, par rapport aux autres qui, eux, vivent dans un autre monde? Et est-ce que la fracture dont on a tant parlé, est-ce qu'elle est en numérique? Parce que dans ce cas-là, la fracture, oui, elle va exister, mais du point de vue du mode de vie. Elle ne sera même pas par rapport à l'accès à. C'est qu'on est en train de proposer des modèles de vie extrêmement différents. Et sur un sujet très politique, là je vais vous dire, parce que à plusieurs reprises on me demande quel est ton point de vue sur la ville de demain, la ville intelligente, la ville... Oui. Et souvent je dis, mais moi je n'ai croisé aucun de mes concitoyens. Je suis en pleine campagne électorale, ça a été rappelé. Je serre la main tous les jours, personne ne me dit, Madame, moi je rêve d'une ville intelligente. On me dit, je rêve d'aller à la campagne. Donc, je me pose quand même la question de l'ensemble des réflexions qui sont menées sur des gros systèmes qui sont performants, qui sont durables, qui sont optimisés, tout ça est très bien. Et j'ai eu l'occasion quand même de le dire, on me montrait des très beaux schémas 3D de la ville de 2050, ça allait m'être magnifique. Et je me suis posé moi-même la question, est-ce que j'ai envie de vivre là ? Et je crois que politiquement, et là ça n'a rien à voir avec les sujets techniques qui sont en train d'être débattus ici, politiquement, on doit, les uns et les autres, se poser fondamentalement cette question, est-ce que c'est ce que l'on veut ? Parce que, bien sûr, on peut définir ce que l'on veut, si c'est ce qu'on veut, on peut y aller. Et puis, on peut aussi se dire qu'on ne veut pas tout à fait ça. Auquel cas, il faudra peut-être revoir tout ce qu'on est en train de se dire, parce que là, on ne focalise que sur cette ville modélisante, telle qu'elle est en train d'être définie, et non pas sur l'ensemble de notre territoire, de l'État français, tel qu'on aspire peut-être à vivre ensemble. Merci. Alors, juste avant de conclure, vas-y Michel. Je vous rappelle que Vivapolis, c'est de l'exportation et qu'il y a la France, il y a l'Europe et il y a ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, je vous assure, c'est de la construction de la très 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 grosse ville, très 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 vite. Et qu'il y a un vrai problème, enfin nous c'est ce qu'on essaye de voir, c'est comment on répond à cette demande et à cette urgence, et en disant pas que c'est mieux ou que c'est moins bien que ce qu'il y avait avant ou après, mais que c'est ça qui est en train de se construire et qu'il faut le construire le mieux possible et que nos entreprises ont des choses à apporter. Mais tout en ayant en tête qu'il y a la ville, il y a à côté de la ville, il y a la ville dans son territoire, sachant qu'on ne sait pas trop, et puis selon les endroits, il est très différent, et il y a l'urbain, le périurbain, enfin, voilà, toutes ces questions-là existent, on est bien d'accord, mais c'est vrai que dans un certain nombre de pays de plus en plus nombreux et avec des rapidités et des vitesses extraordinaires, il y a un besoin de réfléchir à ce qu'on est en train de construire, parce que c'est en train de se construire. C'est vrai que chez nous, c'est construit, et donc on est dans une dimension très intéressante qui doit être un peu relativisée, en fait, je pense, effectivement, par rapport à la création de villes aujourd'hui à droite et à gauche. Voilà, on construit à peu près 1% de nouveaux logements en France par an, ça se situe. Alors, avant de clôturer cette table ronde, j'ai 3 demandes de parole de membres de Futuring Cities, donc c'est aussi l'occasion pour vous les présenter pour ceux qui ne les connaissent pas. Et donc, juste un tout petit tour de piste tous les 3, et ensuite on revient à la table. Oui, bonjour, donc Alain Ranc, je suis chargé de recherche et puis aussi architecte urbaniste et avec opérationnel, et avec une start-up qui construit des outils d'intelligence collective pour l'urbanisme, justement. Mais là, je voulais revenir sur une phrase que vous avez dite, Madame Pascale Luciani-Boyer, que je trouvais très intéressante par rapport à la participation, dire de chercher des coacteurs responsables qui peuvent agir sur le système pour l'influencer. Et ce que je me demande, c'est si en tant que citoyen, et je me mets aussi dans la société civile comme n'importe qui, est-ce qu'il n'y a pas un travail pour exprimer en fait un peu ce qui peut être influençable ou ce qui peut être modifiable dans les systèmes? Parce qu'un gros reproche qu'il y a par rapport à la participation, c'est de dire vous nous demandez notre avis,
mais de toute façon, tout est figé. Alors qu'on sait très bien que tout n'est pas figé. Et ce travail de faire comprendre, en fait, alors on peut parler du transport du Grand Paris, un certain nombre de choses. Donc des choses sont définies, mais autour de ça, il y a des choses qui sont que justement où les politiques ont besoin d'une intervention des citoyens, mais ce n'est pas forcément très clair pour les citoyens. Donc je pense que dans le domaine de la prospective, il y a un vrai travail très intéressant à faire. Merci. Je réponds ou j'attends? Non, on boucle et... Oui, bonjour. Bonjour à tous. Stéphane Leluc, je dirige le cabinet Tactis. Quelques réflexions, mais surtout une réflexion, je veux dire, en vous écoutant, on voit quelque part que le travail qui a été fait notamment à la fin du 19e siècle par Haussmann à Paris, même si je reparle des villes, là, est intéressant parce que finalement, toutes les questions d'intégration sociale, la question public-privé, la question des infrastructures par rapport aux services, je pense qu'elle, quelque part, elle est sous-jacente de notre travail du XXIe siècle, et je la trouve particulièrement pertinente si on regarde notre histoire pour l'export. Et donc, je livre cette réflexion un peu au débat collectif des prochains mois, et je pense qu'avec Futuring City, si on peut avoir une ambition, c'est de travailler un peu à cette revisite du Haussmann du XXIe siècle, ça peut être intéressant. Voilà. Et en tout cas, merci de vos différentes contributions. Hervé Ranou, donc je dirige un cabinet qui est ITM International, un cabinet de conseil et également une société dans le big data qui est plutôt du côté de l'offre. En fait, dans la table ronde, il y a 3 représentants des collectivités et puis Madame Papalardo qui est plutôt du côté finalement de l'offre, c'est-à-dire qui représente la force de frappe française à l'exportation. Je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas parfois un mélange des genres, c'est-à-dire que les politiques, et il y a eu des questions effectivement sur le sociétal, l'homme, l'humain, la démocratie, voilà. Donc toutes choses qui sont effectivement des points de préoccupation pour le politique. Et de l'autre côté, il y a l'offre qui, elle, n'est pas forcément se situe pas forcément sur le même plan. Et donc ma question, effectivement, s'adresse un peu à Madame Papalardo. Est-ce que finalement les messages que vous portez, il n'y a pas une petite ambiguïté, moi qui vais aussi en Chine, finalement qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise française? C'est qu'elle soit performante, qu'effectivement qu'elle ait des technologies, qu'elle soit peut-être plus forte que d'autres compagnies ou en tout cas d'autres pays. En tout cas, elle va se différencier comme ça. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, ou est-ce que vous ne devez pas gérer finalement une forme d'ambiguïté entre un discours qui peut être d'une certaine manière entre guillemets politique sur la vision de la ville, qui n'est pas forcément totalement partagé par les gens que l'on rencontre, voilà. Et l'idée qu'il y a derrière de promouvoir effectivement des entreprises françaises avec leur technologie. Merci. Alors, qui veut répondre en premier? Je vais essayer de répondre à monsieur, puis après, voilà. non pas que ça soit chacun le sien, non du tout, hein. Mais on va essayer de limiter le temps de parole aussi. Hein. Donc, sur la co-citoyenneté active, responsable, etc., les termes que j'ai pu développer, qui me sont chers d'ailleurs, vous mettez le point effectivement sur la problématique qui est celui de l'éclairage, de la connaissance et donc de l'éducation de l'ensemble de nos concitoyens. Parce que vous avez rappelé très justement que nous sommes tous citoyens. Mais que souvent, moi je le constate, nous n'avons pas la bonne connaissance de nos droits d'action. Et quand vous évoquez là, c'est pour ça que j'aime pas tellement le terme de participatif, démocratie participative. Ça fait référence à tous ces projets d'urbanisme que vous connaissez très bien, sur lesquels, une fois que le projet est fait, on vous le plaque. Excusez-moi, je vais être un petit peu dur, mais on vous le plaque pendant 3 mois, on vous dit, vous avez le droit de vous exprimer. La plupart, n'ayant pas suivi les travaux, de toute manière, n'en ont pas la compétence. Ils ne peuvent pas s'exprimer correctement sur ce projet. Et donc, très très peu d'entre eux vont venir, alors ça va être ceux qui ont la fenêtre d'à côté, ils vont dire, je ne suis pas d'accord. Mais au final, on n'aura consulté personne, parce qu'on aura une très très faible participation, et
ce sera déjà bouclé. Moi, la logique que je voulais amener, qui était mon propos précédent, c'est qu'une fois que nous avons décidé, ce qui ne remet pas en cause là, ce que monsieur appelait les deux façons de gouverner, non, les deux sont concomitantes l'une de l'autre. Il y a cette décision, il y a le cadre, il y a les contraintes. Ça, c'est l'acte politique qui amène la population sur ce mieux vivre ensemble qui est fondamental. Et derrière, on dit comment on fait. Et là, il faut donner des outils. Et c'est pour ça que le numérique permet cela. Parce qu'avant, on aurait pu avoir cette idée, sauf qu'on n'en avait pas les moyens. C'est le monde de cette connaissance partagée qui nous permet plus facilement d'aller vers cette méthodologie de gouvernance, de co-action, qui me paraît être celle dans laquelle on va se diriger plutôt demain. Michel. Merci. Juste pour prolonger une minute sur ce sujet, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on peut participer, mais je suis d'accord qu'on peut co-construire, c'est peut-être mieux, à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on peut être interrogé justement sur la prospective et sur la manière dont on voit les choses. Et puis après, bon, il y a un moment où effectivement, il faut que ça passe par là ou par là et on participe aussi. Mais il y a différents niveaux et c'est juste, si on pose juste la question de savoir si on fait le trottoir à 3 cm ou à 4 cm, bon, effectivement, c'est limité. Mais si on commence très loin et très en amont, on a quelque chose de plus intéressant. Alors, je reviens sur la question côté offre. Est-ce qu'on est bien en phase avec ce que je viens de raconter? J'insiste, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, cette démarche Vivapolis, elle a vraiment été initiée par les entreprises. Et moi, j'observe aussi avec beaucoup d'intérêt la démarche elle-même en termes d'actes d'organisation de l'administration ou d'organisation de l'action. Hein. C'est vraiment intéressant. Donc, les entreprises ont été à l'origine de cette démarche. Les caractéristiques que j'ai exprimées tout à l'heure, on les a un peu mis en forme, on est d'accord, mais elles viennent aussi des travaux des entreprises. J'ai été la première surprise dans une réunion avec un certain nombre de grandes entreprises, de les entendre me parler de gouvernance et de m'expliquer que s'il n'y avait pas de la bonne gouvernance, bah, ils ne feraient rien. Donc on n'est pas du tout en décalage. Hein. Bon, c'est sûr qu'elles, ce qu'elles vont venir proposer, c'est plutôt le bâtiment, la technologie, etc. Mais le fait de l'amener dans une vision globale de la ville, avec aussi d'ailleurs des entreprises qui sont tout à fait capables de faire du conseil et même de l'aide sur la partie gouvernance, y compris la partie co-construction, etc. C'est un ensemble. Il y a aussi des entreprises dans ce domaine-là qui participent à Vivapolis et qui sont très, très actifs dans Vivapolis. Donc, pour moi, j'ai pas de difficulté à soutenir les entreprises et à venir avec des entreprises françaises sur cette vision. C'est sûr que cette vision globale, elle est plus facilement portée par le politique, par les représentants de l'État ou des représentants des collectivités locales, parce que je suis très convaincue que sur tous ces sujets-là, plus on avancera avec des collectivités dans le cadre de la coopération décentralisée, etc., et plus on sera fort aussi, justement pour pouvoir à la fois porter la dimension politique qui est mieux portée par des politiques et puis la dimension techno qui est mieux portée par les entreprises. Mais le fait qu'on arrive ensemble aujourd'hui, je pense que c'est une vraie force de notre proposition et que si on arrive vraiment à faire fonctionner l'ensemble, pour le moment ça fonctionne mais c'est encore tout nouveau, on aura vraiment fait un pas de plus sur et quelque chose voilà, qui n'est pas si fréquent et pas si courant dans les démarches des différents pays. Juste un point, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais je reviens sur ce que disait le représentant de la FNCCR sur les réseaux, parce que je pense qu'il y a un sujet important qui est effectivement, derrière tout ça, on a plein de réseaux différents. Comment est-ce qu'on les organise? Aujourd'hui, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, on a des visions différentes. Hein. Il y a la gestion des réseaux d'eau, il y a la gestion des réseaux d'énergie, il y a les réseaux des réseaux électriques, il y a les réseaux de communication, etc. C'est vrai qu'on n'a pas une vision globale de l'organisation de tout ça, ni technique, ni en termes de gouvernance,
c'est certainement un vrai sujet, surtout dans un pays comme le nôtre où les choses sont... Enfin, il y a déjà des choses qui existent. Quand on se trouve à l'export, de temps en temps, on se dit c'est plus facile parce qu'on peut avoir une vision plus globale, on est en train de créer l'ensemble. Hein. Mais chez nous, c'est vrai qu'on est sur des situations qui existent. Et derrière le travail que les entreprises souhaitent faire dans ce travail intégratif et transversal, il y a aussi les modèles juridiques et les modèles économiques qui portent ces visions prospectives qu'on a, parce qu'aujourd'hui on sait bien dessiner, on voit ce dont on rêve, mais juridiquement, comment est-ce qu'on fait pour faire un écoquartier dans lequel on essaye d'avoir quelque chose d'intégré alors qu'on a des appels d'offres qui vont porter sur les déchets, sur l'énergie, sur la mobilité, etc. Donc on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est clair. En termes de business model, on n'est pas clair non plus, hein, parce que tous ces échanges de données, la valeur ajoutée, elle est à qui, elle est où, elle va aller où, et si on ne sait pas où elle va, il y aura un petit problème économique quelque part et donc on ne va pas arriver à le financer. Voilà, tous ces éléments-là ne sont pas du tout négligeables et ils sont même très structurants. Et je pense que dans les travaux à faire, y compris dans Future City, là, il y a des choses à travailler sur ces sujets. Merci. Loïc, quelques mots de conclusion, ou plutôt peut-être d'envie de ce dont vous avez envie sur ces sujets maintenant, parce que effectivement, vous êtes agent, mais vous avez une mandature qui commence et donc un nouveau projet. Oui, en termes d'envie, on doit s'appuyer sur des projets. Là aussi, on est sur une notion d'expérimentation, de co-design. On a envie de proposer des nouveaux services aux habitants, très, très basiquement. Et ce qui peut être assez passionnant, c'est en tant qu'agent, pour prendre votre formule, en tant qu'agent numérique aussi, pour parler des usages, nous permet de changer un peu de prisme, c'est-à-dire qu'on est plus seulement agent. On était aussi citoyen, mais on est habitant, on est usager du service public. Et donc ça nous donne un regard particulier par rapport à la manière dont le service aussi il est imaginé, il est assuré. Et ça peut être vraiment une perspective passionnante pour des agents publics. Merci beaucoup. Frédéric, un peu la même question. Moi je pense que l'apport du numérique, on l'a dit les uns et les autres, c'est peut-être de repenser la question sociale dans nos villes. Je pense qu'on est plus en capacité qu'à une époque encore assez récente de faire que ceux qui pensent la ville, ceux qui la font et ceux qui la vivent. Et effectivement, on peut passer d'une catégorie à l'autre relativement plus ou moins facilement. On va pouvoir les faire travailler. Je pense que moi je pense, mais ça c'est une question de vision, qu'on peut très bien vivre dans les villes, qu'il y a dans les villes aujourd'hui une complicité bâti-nature qui peut être meilleure. Je pense que la question de l'accessibilité à tous les services, elle va progresser grâce à cet apport-là. Se déplacer dans sa ville, voilà, avoir accès à tous les services. Voilà, moi j'y vois un élément comment dire, positif par rapport aux mutations, à la mutation qui est en cours. On nous parle beaucoup de crise. Moi je pense qu'on est en mutation et que grâce à ce travail, on va pouvoir peut-être avoir une vision un peu plus optimiste de l'avenir, y compris dans nos vies. Merci beaucoup. Juste un appel. Parce que voilà. Oui, l'appel du 9 décembre. Non, alors c'était pas celui du 9. C'est celui du 23 et du 30. Non, nous sommes réunis donc, dans un club des élus numériques en France, de toutes les strates. Et je voudrais, à travers vous également, porter cette parole qui est que si on veut véritablement faire avancer ces mutations sociétales avec le numérique, il faut que dans toutes les villes de France, notamment celles qui ont les strates nécessaires pour le faire, il y ait des élus en charge du numérique qui puissent eux-mêmes porter cette parole auprès de leurs collègues. Donc voilà, j'avais presque omis de transmettre cet appel qui est en cours de relais actuellement et qui est porté par le Club des élus numériques de France, dont j'ai la présidence d'honneur juste pour cette année de l'élection municipale de 2014. Voilà. Merci à tous les quatre, bravo pour vos interventions, merci d'avoir pris de votre temps. Très bien.